Le pont de Beaugency, sentinelle avancée vers la Sologne naissante, dresse sa silhouette singulière au-dessus du fleuve, fossé naturel de l'ancienne forteresse des seigneurs de Beaugency. Il semble s'emparer du lit fluvial sur toute la largeur de ses arches. Parfois, la lumière du levant ou du couchant paraît le faire surgir miraculeusement des eaux, rappelant aux Ligériens son origine légendaire. Cette lumière naturelle peut nous révéler sa puissance, mais aussi une image plus poétique, souvent traduite dans les écrits locaux. Durant des siècles et encore aujourd'hui, il a su imprimer profondément son architecture dans le paysage ligérien. Quelques peintres l'ont d'ailleurs figé sur la toile, comme William Turner, surnommé le peintre de la lumière, qui dans le courant de l'année 1826 peignit la ville et son pont avec l'influence vénitienne qu'on lui connaît. Mais bien plus qu'un pont, il est aussi une barrière frontalière entre deux régions naturelles radicalement différentes. Sur la rive droite, on devine à l'horizon les larges plaines céréalières beauceronnes, grenier à grains de la France. Sur la rive gauche, au-delà du Val, la présence clairsemée d'espaces boisés signale déjà les prémices des forêts solognotes. Cependant, au-delà de l'image frontalière qu'il peut susciter, il est avant tout le trait d'union entre les hommes des deux rives et leurs productions respectives dont chacun veut tirer profit. Différents argumentaires historiques ou légendaires nous éclairent sur la singularité de ce pont qui aujourd'hui encore semble brouiller les pistes des chercheurs tant il fut remanié, rendant laborieuse sa lecture architecturale. Jacques-Nicolas Pellieu fut l'un des premiers à s'intéresser à l'histoire de ce pont à la fin du XVIIIe siècle. Il nous dit qu'autrefois, Beaugency était une place assez importante pour mériter qu'on y construisît un pont dont la solidité est telle que malgré son ancienneté, il a jusqu'ici résisté aux efforts des glaces, dans les plus fortes débâcles et lors même que la plupart des ponts de la Loire ont été renversés. Malheureusement, aucune information sur la date de son édification. Nous savons que seuls quelques écrits le font apparaître dès le XIIe siècle. Ce vide documentaire est comblé par la légende. Pellieu explique que son antiquité donna lieu à une tradition puérile sur sa construction. Selon un ancien manuscrit en latin, le diable aurait bâti le pont. Il se serait chargé de la construction de l'ouvrage, à la condition que la première âme qui le passerait lui appartiendrait. On fit traverser un chat pour le tromper. Depuis, c'est en toute logique que l'on nomme les Balgenciens les chats de Beaugency. L'essai de Pellieu nous offre néanmoins une description précise de ce pont, loin de son image actuelle. Il écrit qu'autrefois, le pont se finissait à la 16e arche. Il était défendu aux deux extrémités par des fortifications, protégeant efficacement l'entrée de la ville en temps de guerre. Comme l'ancien pont d'Orléans, il avait, du côté de la Sologne, une porte avec un pont-levis, flanqué de deux tourelles bâties sur la grosse pile de la 16e arche. Les fortifications, situées à l'entrée de la ville, étaient contiguës à celles de la grosse tour et du château, comprenant deux portes, un pont-levis, trois tours du côté du levant et des murailles très élevées qui allaient jusqu'à la 5e arche. Ces fortifications furent détruites en 1767. Il note également que le faubourg du bout du pont ayant été emporté par la crue de 1608 et la Loire passant depuis dans cet endroit, l'ancien pont fut rallongé par un autre, moitié en bois, moitié en pierre. Mais Pellieu observe qu'en augmentant sa longueur, on diminua sa beauté. Considéré comme étant plus large et plus régulier que n'était l'ancien pont d'Orléans, et qu'avant la construction de celui de Blois, il était le plus beau de la Loire. Une autre approche plus historique, celle de Jacques Ascloun, nous renvoie à ces ponts couronnés de chapelles et d'habitations, de portes monumentales avec pont-levis, de tours de défense et de moulins, formant une plateforme semi-urbanisée qui aujourd'hui nous semble difficile à concevoir. Il nous dit que ce pont de pierre, dont l'existence est attestée dans le testament de Simon II de Beaugency en 1149, n'est plus qu'un pâle reflet de l'ouvrage initial. Il ajoute que pour en avoir une idée approximative, il est nécessaire de se reporter à plusieurs dessins et plans de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle qui montrent la présence d'une solide tête de pont fortifiée romane reposant sur les 4 premières arches. Elle comprenait une tour porte de ville quadrangulaire ouvrant sur la maîtresse rue qui conduisait immédiatement à la porte principale du château, un pont-levis et dans ces tours, du côté de l'amont du fleuve, les chapelles Saint-Antoine et Saint-Jacques.
La chapelle Saint-Jacques nous est d'ailleurs décrite par Jacques-Nicolas Pellieu. Elle était dépendante de l'abbaye et fut fondée vers le XIIe siècle par les seigneurs de Beaugency. Tous les ans, on y célébrait la fête de Saint-Jacques. Pouvant contenir à peine ceux qui faisaient l'office, les assistants étaient à couvert sous un toit, et le prédicateur débitait son sermon dans une embrasure de canon située en face de la chapelle. Après sa démolition en 1767, on implanta sur une pierre de taille une croix avec un Christ en bronze pour signaler son emplacement. Dans son histoire des rues de Beaugency, Jacques Ascloun évoque l'aspect défensif de ce pont. Au débouché du pont, la porte Maucuidan est sans conteste la mieux défendue des tours de la ville. Elle ne constitue qu'un des éléments de l'impressionnant attirail défensif qui couvre le pont, ou les ponts comme l'on dit alors. 2 bascules, une à chaque extrémité, un système de murailles crénelées et de tours cylindriques assurent un contrôle efficace du passage de la Loire. Il nous rappelle également que durant la seconde moitié du XVe siècle, c'est le temps de la paix retrouvée, de la reprise du commerce, des chemins plus sûrs et des voyageurs plus nombreux. Alors le pont se maisonne, les boutiques s'accrochent au parapet, s'insinuent entre les hours et les guichets, entre la chapelle Saint-Jacques et celle de Saint-Antoine. L'espace est rare, mais l'exiguïté des lieux est largement compensée par l'intérêt mercantile que revêtent de tels emplacements. Il nous fait également observer que les Balgenciens parlent du pont ou des ponts de Beaugency. Jusqu'en 1608, il n'existe en effet qu'un grand pont qui aboutit à une île. Néanmoins, un autre de faible taille était déjà présent pour rejoindre l'autre rive. Chantal Fromont, dans un ouvrage documenté sur la ville de Beaugency, nous dit qu'un plan de 1608 met déjà en évidence 2 ponts. L'un côté ville, le grand pont qui aboutissait à l'île des ponts protégés par des murailles. À cet endroit, un petit pont faisait le trait d'union entre cette île des ponts et la rive gauche. Elle rappelle que la crue de 1608 emporta le petit pont, mais également un ensemble de métairies, Chambon et Bourgneuf. C'est là qu'était le point d'aboutissement des pèlerinages, d'où de nombreuses auberges. À la suite de cette catastrophe, le pont dut être prolongé côté Sologne. D'abord édifié en bois, il ne résista pas à la débâcle de l'hiver 1677. Il fut alors proposé de le reconstruire avec des arches en pierre à partir de la 19e arche. C'est à ce moment que la porte fortifiée de la 16e pile fut détruite. En 1721, 2 plans évoquent une reconstruction du tiers sud du pont, sans doute pour pallier un nouveau dommage. L'un des projets réalisés était majoritairement en bois, expliquant la présence du bois et de la pierre sur le plan de Desroches en 1725. Pour construire ce nouveau pont, 2 barrages furent installés pour réaliser les fondations nécessaires. Durant les basses eaux, on peut toujours apercevoir le vestige de l'un d'eux, depuis l'angle du camping jusqu'au départ de ce nouveau pont. L'entretien de ce pont fut durant des siècles l'obsession des Balgenciens, comme en témoignent les différents plans des XVIIe et XVIIIe siècles. Selon Pellieu, depuis un temps immémorial, les rois avaient accordé pour l'entretien de ce pont des octrois, consistant en la levée du 10e sur le vin vendu en détail. En 1625, un arrêt du Conseil d'État autorisa une levée supplémentaire de 39 603 livres à prendre sur la généralité d'Orléans pour sa restauration. En 1686, quelques arches étant tombées et les réparations nécessitant encore une grande dépense, le roi consentit à y contribuer pour les 2/3, à condition que les particuliers intéressés à sa conservation y contribueraient pour le reste. On établit en conséquence un droit de péage consistant en 4 deniers pour les gens de pied. Ce droit ne devait être perçu que pendant 10 ans, mais il fut conservé et supprimé au commencement de la Révolution comme droit féodal. Il rapportait par an 5 à 6 000 francs. Malgré l'investissement financier et humain pour maintenir le pont en bon état, l'alerte est donnée sur son état déplorable par M. de Sipierre en 1762. Il explique que l'ancien chemin d'Orléans à Blois est dans un si mauvais état que le pont de Beaugency sert de passage privilégié vers la grande route d'Orléans à Blois, située sur la rive gauche, pour faciliter le transport des blés vers le marché d'Orléans. Ce pont, dont toutes les parties tant en pierre qu'en bois sont très défectueuses, est devenu un passage à risque. Pellieu nous dit également qu'en l'an 6e de l'ère républicaine, de nouvelles réparations devinrent urgentes.
En Lancette, les travaux du pont seraient désormais à la charge du Conseil général qui, en 1822, veut rétablir le droit de péage pour alléger le coût des travaux. Les habitants s'y refusèrent et proposèrent de collecter l'argent nécessaire, malheureusement insuffisant. On sollicita alors les fonds de l'État, mais le ministre voulut que son entretien fût à la charge des communes intéressées à sa conservation. Finalement, le conseil municipal de Beaugency accepta la mise en place d'un péage en 1823. En 1845, le géographe Auguste Joannet note dans sa promenade pittoresque autour de Beaugency que le pont n'est plus qu'un long cadavre tremblant et crevassé, dont les jambes de pierre et de bois menacent ruine à chaque crue de la capricieuse Loire. D'ailleurs, en 1856, la grande inondation a fait craindre le pire pour ce vieux pont. Nous lisons dans le Journal du Loiret. En 1859, on décide de reconstruire le pont qui est usé par les tourments du fleuve et le passage des hommes. Le rapport de délibération du Conseil général indique qu'une des piles en pierre est tellement inclinée que la moindre crue ou la moindre débâcle peut l'emporter. Une autre arche est en bois et donne lieu à des dépenses continuelles. On estime alors que la réparation de ce pont exigerait une dépense de plus de 100 000 francs et dans un avenir plus ou moins éloigné, une reconstruction à neuf qui serait tout entière à la charge du département. La même année, l'État a offert de reconstruire le pont à condition que le département, à qui le pont appartient, entrerait dans la dépense pour un sixième. Mais le manque de moyens financiers va ralentir considérablement la mise en place du projet. Pourtant, en 1863, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées signale une fois encore le mauvais état du pont de Beaugency. Il insiste sur la nécessité de sa reconstruction au double point de vue de la navigation et de la sécurité des campagnes environnantes, que le défaut d'écoulement des eaux du fleuve expose au désastre d'une inondation en cas de crue extraordinaire. Alors on le consolida sans cesse en occultant au fil des siècles son architecture originelle. Les derniers grands travaux furent réalisés à la fin des années 1970 en consolidant notamment la base des piles du pont. 2 arches, jugées fragiles, furent bétonnées en masquant le ciment par un rhabillage en pierre de taille. Ces interventions entreprises depuis des centaines d'années l'ont ainsi protégé de la destruction à plusieurs reprises. Si le pont de Beaugency était un axe de communication privilégié, il l'était beaucoup moins pour tous ceux qui voulaient franchir ses arches. De tout temps, il fut un passage redouté par les mariniers. En témoigne le récit d'un voyageur du XVIIe siècle qui en dit long sur la frayeur de son passage. Je me souviens qu'en approchant du pont de Beaugency qui est dangereux, tous ceux qui jouaient dans le bateau et qui se divertissaient en faisant grand bruit n'eurent pas plutôt aperçu les bateliers prendre de loin leurs mesures pour éviter le péril, en passant adroitement sous l'une des arches du pont, qu'ils quittèrent toutes les cartes et cessèrent tous les jeux. C'était un silence et un interdit, comme de gens qui se regardaient en quelque façon entre la mort et la vie. Dans l'instant que notre bateau fut passé heureusement, chacun oubliant le péril que l'on venait d'éviter, reprit le jeu, et le bruit confus recommença comme auparavant. Non seulement les hommes ont bâti sur le pont, mais ils ont également pris possession de quelques-unes de ces arches, afin de profiter de toute l'énergie du fleuve et de ses produits nourriciers. Par exemple, en 1203, Jean, seigneur de Beaugency, donna pouvoir aux chanoines de la ville de faire un moulin et une pêcherie sous la 5e arche du pont en sortant de la ville. Arche étroite, moulin, pêcheurs, autant d'entraves à la navigation qui furent la cause de nombreux accidents. Le pont est donc objet de terreur pour les mariniers, d'abord parce que le courant y passe obliquement et la Loire y est divisée en 2 bras par une île. Le courant choisit tantôt le côté nord, tantôt le côté sud, et les mariniers doivent emprunter les arches les mieux adaptées au moment. Ensuite, parce que les piles portent sur des dés en pierre qui avancent d'1 mètre dans l'arche de chaque côté
réduisant la largeur du passage. Ce n'est que très tardivement, en 1840, que l'on décide de remplacer les 4e et 5e arches du pont, côté rive droite, par une travée suspendue unique de 30 mètres de large, dite arche marinière, afin de faciliter la navigation. En 1842, un rapport de l'ingénieur en chef du service spécial de la Loire oblige le préfet du Loiret à prendre un arrêté qui force les trains de bateaux à se découpler et à passer un par un pour franchir les petites arches du pont de Beaugency, évitant ainsi le risque de voir des embarcations périr. Il n'y a cependant pas de risque lorsque les mariniers passent sous l'arche marinière, plus large et plus haute, aménagement qui doit donner à la navigation ligérienne un atout supplémentaire face à un nouveau mode de transport. En effet, avec l'arrivée du chemin de fer, le train devient un concurrent sérieux et précipite de nombreux projets pour montrer l'intérêt de la navigation ligérienne. Ainsi, nous lisons dans le journal du Loiret, daté du 31 janvier 1846, la nécessité de mettre en place des arches marinières. Il est écrit: c'est le devoir du gouvernement d'entreprendre les travaux qui doivent faciliter aux voies navigables la concurrence contre les chemins de fer. Déjà, le pont de Beaugency a été rectifié par une arche de 20 mètres d'ouverture. Le pont de C va l'être également. L'auteur indique que l'ouverture de ces arches permettra aux bateaux à vapeur d'obtenir un passage plus large et moins difficile à passer lors des basses eaux, afin d'offrir plus de jours de navigation dans l'année. Mais cela n'empêche pas les accidents encore fréquents, comme en 1843, où un bateau à vapeur brisa une de ses roues au passage du pont, en voulant éviter une toue chargée de 2 hommes occupés à lever une ancre. Enfin, comme si la force naturelle des éléments ne suffisait pas à fragiliser le pont, les hommes dans leur folie guerrière lui infligent de lourdes cicatrices. En 1870, l'arche marinière est détruite, elle sera reconstruite en fer et ciment armé. En 1940, on se bat sur le pont, dernier souffle héroïque d'un groupe de tirailleurs marocains contre une armée allemande bien décidée à le franchir. Une stèle à la mémoire de ces soldats français fut érigée au bout du pont sur la rive gauche. En 1944, il est visé et touché par l'aviation alliée à plusieurs reprises. Le 16 septembre, il est le théâtre de la reddition de la colonne Elster. Après une mise en scène orchestrée par les autorités militaires américaines, les prisonniers allemands rejoignent le camp des accruaux sur la rive opposée sous la surveillance des chars américains. Le pont, qui a perdu une arche la semaine précédente à cause d'un dynamitage, voit néanmoins sa traversée réalisable par un jeu d'échelles. L'arche marinière est remplacée par une passerelle provisoire en bois. Elle brûla le 12 septembre 1949. Selon le journal La République du Centre, des ouvriers qui étaient en train de travailler avec un chalumeau auraient accidentellement provoqué l'incendie. Au terme de ce parcours, quel regard porter sur ce monument du patrimoine valjeancien et que reste-t-il de l'ouvrage originel? La documentation dispersée et trop souvent rythmée de ruptures nous empêche d'avoir une vision précise du pont à l'époque médiévale, mais nous offre néanmoins une première approche. L'importance des seigneurs de Beaugency a sans doute contribué à sa construction. À la fonction première d'axe de communication d'une rive à l'autre, il joua également un rôle déterminant dans l'évolution même de cette ville carrefour, en favorisant également une attractivité mercantile, religieuse et militaire. Ce pont d'une longueur de 435 mètres sur 10 mètres 50 de largeur trouve un écho dans chaque période d'évolution, en conservant quelques fragments architecturaux originaux. Il reste de l'ancien pont la 2e arche prise dans le quai de l'Abbaye, qui nous rappelle que le pont débouchait à l'entrée de la rue du Pont et qu'avant la construction du quai, la Loire baignait les murs de l'Abbaye. L'emplacement de la chapelle Saint-Jacques est confirmé par la présence d'une dédicace en marbre. Les vestiges de coulissage du pont-levis entre la 3e et la 4e arche sont toujours visibles. Lorsque nous empruntons le pont pour nous rendre sur l'autre rive, à mi-chemin nous observons un rétrécissement qui correspond au tracé de l'ancien pont de bois et de pierre. Au fil des siècles, les transformations successives ont adouci son austérité défensive d'origine pour aboutir aujourd'hui à un pont singulier de la vallée de la Loire.